Tandis que vous vous installez peut-être dans le silence, peut-être déjà les yeux à demi clos, je vous invite à laisser le jour s'éteindre lentement. La nuit est arrivée, sereine, stable, enveloppée de couches d'ombre, comme si le temps avait retiré ses chaussures pour ne pas faire de bruit. Ici, dans cet instant où l'esprit ralentit et où le corps commence à se livrer à la douceur du repos, je vous convie à un voyage très particulier. Ce n'est pas un voyage fait de hâte, ni d'images rapides. C'est une traversée calme, silencieuse, à travers les sables profonds de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons écouter ce que la Terre a à nous dire. Nous allons plonger dans des découvertes archéologiques qui ont changé ce que nous savions et qui peut-être continuent encore de le transformer. Il n'y a aucune urgence à tout comprendre maintenant. Vous avez seulement besoin d'être ici, présent, à l'écoute. Le reste, le temps et le sommeil s'en chargeront. Respirez profondément. Laissez l'obscurité de la chambre se transformer en tunnel du temps. Il y a quelque chose de magique dans le silence du monde enfoui. Pensez aux objets dissimulés sous des couches de pierre, de sable et de terre. Pensez au son étouffé des fouilles, au pinceau qui dégage les fragments comme s'ils touchaient des rêves fossilisés. Chaque éclat, chaque os, chaque muraille oubliée est une phrase interrompue d'un immense texte que l'humanité a écrit puis effacé, mais pas entièrement. Car la Terre s'en est souvenue, la Terre l'a gardé. Et maintenant, siècle après siècle, année après année, les archéologues du monde entier se penchent avec tendresse et patience pour écouter ces voix silencieuses. Peut-être pas en mots, mais en forme, en matière, en motif. C'est une écoute qui se fait avec les yeux. Et aujourd'hui, vous allez écouter aussi. Vous allez écouter tout en dormant. Les yeux fermés, vous pouvez imaginer des civilisations entières étendues sous le sol que nous foulons. Des marchés animés, des temples qui brillaient au soleil, des navires qui traversaient les océans, tous désormais silencieux, immergés dans le temps. Mais ils ne sont pas vraiment partis, car le passé ne meurt pas. Il sommeille, attendant d'être retrouvé. Et lorsqu'il s'éveille, à travers une découverte archéologique, tout ce que nous savions peut se transformer. La ligne du temps s'ajuste. Les certitudes se dissolvent doucement. De nouveaux récits surgissent, et ainsi, avec délicatesse, l'histoire se réécrit. Non pas avec fracas, mais avec des fouilles lentes, comme des doigts qui déploient une mémoire. Aujourd'hui, nous allons marcher sans hâte parmi des découvertes qui ont bouleversé la chronologie connue. Nous parlerons de peuples plus pacifiques qu'on ne l'imaginait, d'objets qui ont voyagé sur des milliers de kilomètres avant même qu'un mot écrit n'existe, de cratères apparus avant la vie, de temples érigés avant les cités, tout cela dans un rythme doux, comme le souffle d'une brise entre des colonnes de pierre, ou comme la respiration d'un monde ancien endormi sous la terre. Ce ne sera pas un cours, ce ne sera pas une narration, ce sera presque un rêve d'argile, d'os et de poussière. En cet instant, vous pouvez sentir votre corps plus léger. Peut-être vos épaules se relâchent-elles. Peut-être vos muscles du visage abandonnent-ils leur tension. C'est le temps qui se dissout. Vous n'avez pas besoin de courir, de comprendre, ni de retenir. Vous pouvez simplement écouter, avec vos oreilles, avec votre cœur, avec la tranquillité de celui qui est sur le point de s'endormir, accompagné par des millions d'années. Car c'est cela que nous allons faire. Voyager à travers le temps, sans bouger, plonger dans le silence des siècles, se reposer dans les bras de la terre, tandis qu'elle murmure des histoires que l'on n'entend à nouveau qu'aujourd'hui. Bienvenue dans le passé endormi. Imaginez un désert, un horizon sans hâte, où le vent souffle comme s'il balayait non seulement le sable, mais aussi les siècles. Là, au cœur d'un sol desséché et apparemment inerte, reposent des couches de passé. Sous chaque grain, un secret. Sous chaque strate, une civilisation qui a vécu, aimé, construit, adoré, combattu, puis disparu. Mais tout n'a pas été perdu, car un jour, dans le silence, un groupe de regards attentifs et de mains patientes s'est agenouillé devant le temps, muni de pinceaux et d'outils fragiles, et a commencé à écouter, creuser, c'est cela, écouter avec le corps. C'est accepter que le temps parle lentement, c'est transformer la patience en révélation. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant, de l'envoûtement hypnotique de l'archéologie. L'archéologie ne ressemble pas aux aventures que le cinéma aime montrer. Il n'y a ni course, ni explosion, ni musique dramatique. La véritable bande-son, c'est le souffle léger de la brosse glissant sur la terre, le son métallique discret d'un stylet qui retire avec précision la poussière d'une inscription.
le tintement subtil de fragments qui reviennent à la lumière après des milliers d'années d'ombre. Le véritable archéologue est avant tout un méditant. Il observe le sol, il dialogue avec la terre, et surtout, il respecte le silence, car ce qui repose là n'est pas seulement un objet, c'est une mémoire, c'est une trace de vie, c'est un témoin d'un temps où le monde était autre, mais où l'humain restait humain. Parfois, la découverte est un morceau de céramique, d'autres fois une pièce de monnaie, une épingle, une lame corrodée. À première vue, ce sont des objets simples, des restes d'usage. Mais sous le regard de l'écoute archéologique, ils deviennent des portails. Une épingle de cheveux peut indiquer un statut social. Une lame peut révéler des rituels. Une pièce peut raconter un commerce, une influence, des alliances. Ce sont des vestiges qui ne parlent pas avec des mots mais avec des contextes. Et l'archéologue est celui qui a appris à lire cet alphabet muet, cet alphabet de poussière et de forme. Il y a quelque chose de profondément poétique dans ce langage. Une poésie que l'on ne comprend que lorsque le corps est calme, comme le vôtre l'est peut-être maintenant, en écoutant tout cela. Beaucoup des grands progrès de notre compréhension historique ne viennent pas de textes ou de chroniques. Ils viennent de la terre. Ils viennent d'objets oubliés pendant des millénaires et retrouvés par des mains patientes. C'est pourquoi l'archéologie a le pouvoir de réécrire les récits. Elle ne confirme pas ce qui se disait. Elle interroge. Elle révèle ce qui n'a jamais été dit. C'est comme si nous avions lu un livre à moitié pendant des siècles et qu'à présent, page après page, il s'achevait grâce aux fragments qui étaient enfouis, au rythme de la fouille, au rythme du temps naturel, au rythme de votre respiration maintenant, lente, paisible, immergée dans la nuit. Et il y a quelque chose d'encore plus fascinant. On creuse autant pour trouver que pour comprendre ce qui manque. L'absence parle aussi. Un site sans armes en dit autant qu'un arsenal enterré. Une structure sans mur peut indiquer un peuple sans guerre. Et c'est dans ce type de silence que l'archéologie s'épanouit. Elle nous apprend que le savoir profond vient de l'écoute et du vide. C'est dans le vide que les significations trouvent à leur place, tout comme maintenant, dans l'espace entre une pensée et une autre, entre un mot et un autre, votre esprit flotte peut-être doucement, glissant lentement vers le repos. Vous pouvez imaginer les déserts, les montagnes, les forêts et les profondeurs marines. Tous ces paysages gardent des secrets qui, en ce moment même, sont révélés par des archéologues aux quatre coins du monde. Chaque découverte, si minime qu'elle paraisse, rappelle que le temps n'est jamais vraiment perdu. Il se transforme seulement en sédiments, en couches, en repos. Et c'est ce repos du temps que vous pénétrez vous aussi maintenant, naturellement, sans effort. Vous accompagnez une fouille tranquille, non pas dans le sol, mais dans l'histoire même de l'humanité. Et ce que nous allons rencontrer dans les prochains fragments, ce sont des découvertes qui ont changé tout ce que nous savions, avec la même sérénité que celle avec laquelle la nuit transforme le ciel. Respirez profondément. Laissez le sommeil s'approcher comme un sable fin, recouvrant vos pensées. Bientôt, nous parlerons d'une civilisation ancienne et de la manière dont elle s'est répandue non par les épées, mais par les mots et les échanges. L'histoire des Phéniciens est juste devant. Mais pour l'instant, tout est calme. Et tout ce qu'il reste à faire, c'est se reposer. Vous avez peut-être déjà entendu parler des Phéniciens, un peuple de navigateurs, anciens, lointains, perdus dans les marées de l'histoire. On les a longtemps décrits comme des marchands habiles, propriétaires de navires rapides, qui traversèrent la Méditerranée à la recherche de profits, de métaux et de marchés. Mais cette image, bien qu'en partie vraie, n'est que la surface. Pendant longtemps, les manuels scolaires ont réduit les Phéniciens à de simples navigateurs commerçants et parfois les ont associés à une expansion belliqueuse, comme s'ils dominaient les territoires par la force. Mais aujourd'hui, les archéologues écoutent une autre version, plus subtile, plus douce et peut-être plus vraie, une version où le pouvoir phénicien ne naissait pas de la guerre, mais de la délicatesse de l'échange culturel. Imaginez un navire phénicien, mu par une brise légère, glissant sur des eaux calmes sous un ciel pastel. Il n'y a pas de hâte, seulement le son des voiles, du bois qui grince sous le sel, et l'espérance humaine d'une rencontre. Ces navires ne transportaient pas seulement des marchandises, ils portèrent des idées, des alphabets, des couleurs, des parfums, des religions. Des peuples différents se rencontraient, non pas pour s'affronter, mais pour s'influencer mutuellement. La nouvelle vision archéologique des Phéniciens révèle que leur véritable force n'était pas militaire, elle était symbolique. C'était la capacité de relier, d'échanger,
de diffuser peu à peu leurs coutumes, tout en absorbant d'autres, dans un cycle permanent de communication réciproque. Des recherches récentes mettent en lumière un réseau phénicien qui s'étendait comme des racines souterraines, silencieuses, efficaces, profondes. Dans des sites archéologiques d'Afrique du Nord, de Sicile, de la péninsule ibérique et même de l'actuelle Tunisie, on a retrouvé des objets phéniciens loin de toute trace d'occupation armée. Pas de forteresse, pas de tranchées. Ce que l'on découvre, ce sont des artefacts domestiques, des ustensiles ordinaires, des amphores de vin, des flacons de parfum et des inscriptions en alphabet phénicien, suggérant non pas une invasion, mais une cohabitation. Cette présence constante mais non agressive raconte une histoire d'influence douce, comme votre respiration en cet instant, présente, régulière, mais sans effort. Il y a quelque chose de poétique dans l'idée d'un peuple qui s'est répandu à travers la Méditerranée, non pas en imposant sa présence, mais en se mêlant aux populations locales, en enseignant l'alphabet et en apprenant leurs coutumes. C'est comme si chaque port visité était un livre vierge, où les Phéniciens écrivaient une page et en lisaient une autre. L'alphabet phénicien, par exemple, s'est diffusé au point de devenir la base de nombreux systèmes d'écriture ultérieurs, y compris le nôtre. Et tout cela sans épée, sans généraux, sans empire, simplement par la persistance de la culture, par la beauté des échanges et par le temps. Imaginez maintenant être assis au bord d'un port antique, regardant le soleil disparaître lentement à l'horizon. À vos côtés, des artisans phéniciens discutent avec des pêcheurs locaux. Un enfant apprend des mots dans une autre langue. Un morceau d'ambre est échangé contre un panier de dattes. Une déesse au visage étrange est accueillie dans un nouvel hôtel. Rien de tout cela n'est guerre, c'est fusion. Et cette fusion silencieuse au fil des siècles a construit une civilisation qui en a touché tant d'autres sans jamais les soumettre par la force. Tout comme le sommeil effleure vos pensées à présent, sans contrainte, sans bruit, seulement par une approche lente. Cette nouvelle lecture des Phéniciens, comme médiateur culturel, comme semence plantée dans des sols différents, est confirmée par des trouvailles délicates, fragments de céramique portant des inscriptions hybrides, combinaisons de styles artistiques locaux et phéniciens, mélange de rites religieux qui témoignent d'un syncrétisme et d'une cohabitation. Tout cela révélé non par des monuments imposants, mais par des fouilles patientes, menées loin des centres de pouvoir. C'est l'archéologie qui donne une voix au discret. C'est l'histoire qui se réécrit avec l'encre de la subtilité. À présent, tandis que vos yeux se ferment peut-être davantage, vous pouvez imaginer la Méditerranée comme un livre d'eau, et les Phéniciens comme des calligraphes invisibles, écrivant sur les vagues douces, laissant des significations partout où ils passaient. Ils n'ont pas laissé d'empires immenses comme les Romains, mais ils ont laissé des traces plus discrètes, plus profondes, comme les pensées qui naissent dans le silence de la nuit, comme cette sensation de paix que vous ressentez peut-être en ce moment. Et tandis que le temps avance lentement, nous parlerons bientôt d'objets qui ont traversé mer, langue et siècles, des objets qui flottent encore dans les fouilles comme des témoins silencieux d'une connexion sans frontières. Mais pour l'instant, tout demeure serein, comme le sommeil qui s'approche. Imaginez un navire ancien, construit en bois sombre, glissant doucement sur une mer calme. Les voiles sont gonflées par une brise constante et il n'y a aucune hâte dans les mouvements de l'embarcation. Sous le pont, soigneusement organisé, reposent des dizaines d'amphores en argile. Certaines contiennent de l'huile d'olive, d'autres du vin. D'autres encore gardent des parfums, des étoffes, des semences. Mais à l'intérieur de chacune d'elles, même si cela reste invisible, il y a quelque chose de plus, un fragment de la culture qui les a créées. L'objet voyage, mais il emporte avec lui la manière de vivre d'un peuple. Et même lorsque le navire se brise, même lorsqu'il coule, même lorsque le temps efface tout autour, ces amphores demeurent, immobiles, intactes, patientant des siècles au fond de la mer, jusqu'à ce que quelqu'un les retrouve. Aujourd'hui, les archéologues plongent dans les profondeurs de la Méditerranée, comme s'ils descendaient dans l'inconscient de l'histoire. Et là, au milieu de l'obscurité paisible des abîmes, les amphores phéniciennes continuent d'être découvertes. Leurs formes sont élégantes, étroites, idéales pour le transport maritime. Leurs anses symétriques, leurs corps solides, leurs bases effilées, chaque détail a une fonction, mais aussi une beauté. Beaucoup de ces pièces ont été retrouvées dans des embarcations qui n'ont jamais atteint leur destination. Des naufrages silencieux, qui n'ont jamais appelé à l'aide, mais qui aujourd'hui racontent des histoires.
Et ce qui frappe, c'est que ces amphores ne se trouvaient pas dans des villes conquises, mais dans des lieux de rencontre, des comptoirs portuaires, des zones d'influence partagées. Et il ne s'agit pas seulement de vases, ce sont aussi des alphabets. Car avec ces objets, des inscriptions phéniciennes émergent comme des signes du passé, de petites plaques gravées de lettres, des symboles qui allaient évoluer pour devenir la base de systèmes d'écriture ayant façonné des civilisations entières. Ces inscriptions sont à la fois simples et puissantes. Chaque symbole est une vague qui a voyagé dans le temps. Et lorsque les archéologues les lisent, avec toute leur attention, avec toute leur révérence, ils entendent une langue qui voulait circuler, qui voulait être comprise. L'alphabet phénicien, par sa structure concise et adaptable, a été adopté et transformé par les Grecs, les Romains et tant d'autres. Et cela ne s'est pas fait par l'imposition, cela s'est fait par le charme, par l'échange, par l'affinité. Imaginez maintenant un port phénicien au crépuscule. Les amphores sont déchargées. Les odeurs du vin nouveau et de l'huile parfumée se mêlent à celles de la mer. Un scribe local observe les marques sur les objets et apprend les symboles. Un marchand copie les traits sur des tablettes de cire. Un enfant joue à côté, répétant des sons qu'il n'avait jamais entendus auparavant. Et ainsi, lettre après lettre, culture après culture, le monde se rapproche. Ce type d'influence est comme une marée qui avance sans écume. Elle ne détruit pas, elle contourne, elle façonne. Et c'est pourquoi, en retrouvant ces artefacts sur des sites éloignés, les archéologues ne voient pas seulement du commerce, ils voient de la cohabitation. Beaucoup de ces découvertes ont été retrouvées sous des couches de terre accumulées au fil des millénaires, comme si le temps avait doucement tout recouvert de manteaux de silence, attendant le moment propice pour se révéler. Et ce moment n'est arrivé que récemment, au cours des dernières décennies, quand les technologies de balayage, de plongée profonde et d'analyse chimique ont permis d'identifier l'origine exacte de nombreux fragments. Une amphore retrouvée à Cadix, en Espagne, a été identifiée comme fabriquée à Tyr, au Liban. Un fragment d'écriture découvert à Malte porte des traits mêlés de 3 cultures. Et tous ces indices montrent que les Phéniciens ne colonisaient pas, ils reliaient. Alors que vous respirez lentement et doucement, vous pouvez imaginer ces amphores au fond obscur de la mer, attendant patiemment des regards capables de les comprendre. L'archéologie, c'est cela, un dialogue entre le passé et le présent, entre l'objet et le regard, entre ce qui a été laissé et ce qui sera redécouvert. Et c'est avec cette même sérénité que nous avançons dans notre voyage. Chaque artefact est comme un mot chuchoté. Chaque symbole est une invitation à la contemplation. Et chaque signe venu de la mer est un rappel que l'histoire ne s'est pas perdue. Elle s'est seulement reposée, comme vous reposez maintenant. Dans le prochain fragment, nous quitterons les embarcations humaines pour regarder quelque chose de bien plus ancien. Un cratère, un impact, une cicatrice dans la planète qui précède toutes les histoires humaines. Un événement qui, peut-être, a donné naissance à la vie elle-même. Mais jusque-là, laissez votre esprit flotter parmi les amphores, les alphabets et les eaux tièdes d'un temps oublié. Nous quittons maintenant les ports anciens, les embarcations de bois et les artefacts humains endormis dans les profondeurs. Allons plus loin, bien plus loin, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Revenons non pas de quelques milliers, mais de plusieurs milliards d'années, avant l'écriture, avant les cités, avant même l'existence des arbres ou des animaux. Une époque où la Terre était jeune, agitée, enveloppée de chaleur et de silence. Dans ce passé profond, un impact eut lieu, un contact cosmique, un moment de violence stellaire qui, paradoxalement, a peut-être tracé la voie pour que la vie puisse apparaître. Ce moment n'est pas inscrit dans des papyrus ni dans des parchemins, mais dans la pierre, dans un cratère, un cercle de mémoire géologique endormi au cœur de l'Australie. Son nom, Yarrabooba. Imaginez un paysage aride, presque intact dans l'ouest australien, des roches rougeâtres, un ciel immense, un silence absolu. C'est là que repose, presque invisible au premier regard, l'une des cicatrices les plus anciennes de la planète. Pendant des millions d'années, elle est restée là camouflée par le temps, sans attirer l'attention. Mais des analyses modernes ont révélé quelque chose d'impressionnant. Yarrabooba n'est pas seulement un cratère de plus. C'est le plus ancien cratère d'impact connu sur Terre. Formé il y a 2,229 milliards d'années, il a été le témoin d'air que les êtres humains ne verront jamais de leurs propres yeux, mais que nous pouvons désormais entrevoir par l'esprit. L'impact qui a donné naissance à ce cratère fut colossal. Un astéroïde,
peut-être large de plusieurs kilomètres, est entré en collision avec la surface de la Terre, libérant une énergie impossible à concevoir. La chaleur, le déplacement de matière, la transformation de l'atmosphère, tout fut instantané. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, cet événement ne fut pas seulement destruction, il a pu être un déclencheur, un souffle initial. Car les scientifiques ont découvert que l'impact de Yarabuba coïncidait avec la fin d'une ère glaciaire profonde, une période où la Terre entière était recouverte de glace. Et la chaleur générée par la collision aurait pu faire fondre d'immenses portions de cette couverture, libérant de la vapeur d'eau et contribuant à transformer le climat terrestre, préparant ainsi le terrain à l'apparition de la vie telle que nous la connaissons. Pensez à cela comme à l'allumage d'une lampe cosmique, un point de chaleur sur une planète glacée, un événement géologique qui aurait pu influencer des processus biologiques. Lorsque les scientifiques ont analysé les minéraux de la région, ils ont trouvé des preuves claires que l'impact avait profondément modifié le substrat local, recristallisant les éléments, réorganisant la structure de la roche, laissant des empreintes thermiques. C'est comme si la Terre avait reçu une caresse venue du ciel, un geste violent mais fécond, une collision qui a généré les conditions permettant que des milliards d'années plus tard, nous soyons capables de l'étudier. Et maintenant, tandis que vous respirez lentement et profondément, vous pouvez peut-être ressentir cette immensité du temps, ce rythme bien antérieur à tout calendrier. La découverte de Yarabuba n'a été possible que grâce aux progrès récents de la datation des cristaux de zircon, éléments microscopiques qui résistent au passage du temps avec une ténacité remarquable. Ces cristaux, une fois analysés, fonctionnent comme des horloges naturelles. Ils conservent en leur cœur les signatures du moment de leur formation. Et c'est par l'étude de ces minuscules gardiens du temps que les géologues ont conclu que Yarabuba précédait tous les autres cratères connus, y compris le célèbre Chicxulub au Mexique, responsable de l'extinction des dinosaures. Tandis que Chicxulub date de 66 millions d'années, Yarabuba en a plus de 2 milliards. Une différence qui résonne comme l'écho d'une étoile lointaine, voyageant à travers les airs jusqu'à être entendue. Et il est fascinant de penser, là où il n'y a aujourd'hui que pierres et poussières rouges, il y eut un jour du feu céleste. Là où règne désormais le silence du désert, il y eut un fracas qui secoua les cieux et les couches profondes de la croûte terrestre. Mais maintenant, tout est en repos. Le cratère ne crie pas. Il existe simplement, comme un œil ancien qui dort sous le sol, gardant son secret. Et c'est peut-être là la plus grande beauté de cette archéologie cosmique. Trouver, dans une pierre, le murmure d'un passé inimaginable. À présent que vous le savez, vous pouvez reposer votre esprit sur cette idée légère. La vie sur Terre a peut-être été rendue possible parce qu'une roche venue de l'espace est tombée ici, parce que le chaos a visité la planète et a laissé place à l'ordre. L'histoire de la vie commence parfois par l'inattendu, et les traces de cela reposent dans des cratères silencieux comme Yarabuba, tout comme vous, qui reposez à présent. Dans le prochain fragment, nous suivrons ce fil cosmique pour comprendre comment le ciel a façonné la Terre, comment les étoiles et les impacts ont sculpté non seulement la croûte, mais aussi la possibilité même de rêver. Pour l'instant, tout reste tranquille. Continuez de respirer lentement. Le sommeil et l'histoire avancent côte à côte, et tous deux savent exactement où ils vont. Fermez les yeux un instant et imaginez un ciel sans étoiles, un firmament où le temps n'a pas encore de mesure, où il n'existe ni lune, ni mer, ni vie. Un vide silencieux, interrompu par des sphères incandescentes qui vaguent librement, dansant lentement dans l'espace profond. C'est dans ce décor que commence l'histoire de la Terre. Avant que la planète n'ait un nom, avant que les montagnes existent, avant même qu'il y ait nuit et jour, il n'y avait que poussière cosmique et collision. La danse des astres primordiaux était une chorégraphie de rencontres violentes, mais aussi créatrices, car chaque impact façonnait un monde. Et l'un d'eux, à un certain instant de l'éternité, engendra une planète bleue, la nôtre. La Terre est née du chaos, de la chaleur, du choc de corps célestes qui se sont unis, fondus, amalgamés en une seule sphère. Au début, elle n'était qu'une boule incandescente, une fournaise tournant dans l'obscurité. Mais peu à peu, très lentement, la chaleur s'est dissipée, la croûte s'est formée, et la danse des astres, qui semblait s'être apaisée, a continué, car le ciel n'avait pas encore renoncé à toucher la terre. De nouveaux impacts eurent lieu.
plus vaste, plus profond. Chacun apportant non seulement destruction, mais aussi transformation. Des fragments de glace, de fer, de nickel et de carbone, des ingrédients du cosmos qui, en heurtant la Terre jeune, ont apporté des éléments essentiels à la vie. Avez-vous déjà imaginé que peut-être votre corps contient des atomes venus d'une étoile morte, que le fer de votre sang, le calcium de vos os et l'oxygène de vos poumons furent forgés dans des fournaises cosmiques il y a des milliards d'années? Ce n'est pas une métaphore, c'est la science, et c'est aussi de la poésie, car nous sommes littéralement faits de la même matière que les météores qui sont tombés sur la Terre à son enfance. Nous sommes en essence de la poussière d'étoiles réorganisée en forme humaine. Et lorsque nous contemplons les anciens cratères, comme Yarabuba, nous voyons la marque de cette connexion entre le ciel et la terre, une signature laissée par une visite céleste. Durant la période Adéen, qui dura jusqu'à environ 4 milliards d'années, la Terre fut constamment bombardée par des météores, et beaucoup d'entre eux apportèrent de l'eau. Oui, de l'eau. De petits fragments glacés venus de comètes et d'astéroïdes percutèrent la croûte en formation, libérant de la vapeur, qui s'accumula et se condensa, formant nuages, pluie et océans. Il est étrange de penser que la mer, avec toute son immensité, pourrait avoir commencé par de petits présents de l'espace. Mais c'est l'une des hypothèses les plus largement acceptées par la science actuelle. L'eau de la Terre pourrait bien être un baiser des étoiles. Et c'est cette eau, combinée à la chaleur géothermique et aux minéraux apportés par les impacts, qui créa les premières conditions favorables à la vie, dans des flaques peu profondes, dans des failles volcaniques, dans des environnements hostiles, des molécules se sont regroupées, combinées, multipliées. Tout cela dans le silence, sans témoin, sans précipitation, et pendant un temps immensément long, jusqu'à ce qu'un jour, l'invisible devienne visible, et que la vie apparaisse. L'archéologie n'étudie pas seulement les ruines humaines. Il existe tout un domaine consacré à la compréhension des fossiles géologiques de la planète, des vestiges laissés par des ères antérieures à la vie complexe, des couches de roches qui conservent des traces d'impact cosmique, des minerais réorganisés par la chaleur des astéroïdes, des cristaux formés sous des pressions inimaginables. Et en lisant ces couches, les scientifiques découvrent que le ciel a toujours fait partie de l'histoire terrestre. Depuis le tout début, la Terre a été façonnée par des caresses venues de loin. À présent, peut-être commencez-vous à ressentir une légèreté plus grande, comme si votre corps flottait avec ces images. C'est naturel, car lorsque nous plongeons dans ce temps profond, tout ce qui nous paraît urgent disparaît. L'esprit s'apaise, le rythme ralentit. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque détail. Il suffit de sentir que vous participez à une histoire beaucoup plus vaste, une histoire qui a commencé avant toute chose et qui continue encore maintenant dans votre respiration lente. Bientôt, nous parlerons d'un autre langage du passé, non pas celui des lettres, mais des symboles, des marques ancestrales gravées dans la pierre, bien avant l'écriture formelle. Elles murmurent des idées d'un temps où les humains commencèrent à enregistrer ce qu'ils ressentaient, non avec des mots, mais avec des formes. Mais jusque-là, vous pouvez reposer sur cette pensée. Le ciel a toujours touché la terre. Et peut-être que, cette nuit paisible, il vous touche aussi. Imaginez-vous à l'intérieur d'une caverne profonde. L'air est froid et humide. L'obscurité semble absolue, mais vos yeux commencent à s'habituer. Devant vous, sur une paroi rocheuse, apparaissent des marques, des lignes, des spirales, des mains en négatif, des animaux en mouvement, des formes humaines en danse, en chasse, en geste. Aucun mot écrit, aucune lettre telle que nous les connaissons. Et pourtant, il y a là langage, il y a intention, il y a communication. C'est un moment d'avant l'alphabet, d'avant l'écriture formelle. Un moment où l'humain commençait à dialoguer avec le temps par le biais de symboles. Et ces symboles murmurent encore. Ils chuchotent dans le sous-sol de l'histoire. Et aujourd'hui, nous allons les écouter. Bien avant que les premières civilisations n'inventent des systèmes d'écriture phonétique, comme le cunéiforme sumérien ou les hiéroglyphes égyptiens, des êtres humains laissaient déjà des traces visuelles de leurs pensées. Ces marques rupestres, présentes sur tous les continents, prouvent que le besoin de communiquer dépasse les mots. Il naît de l'élan de se souvenir, d'enregistrer, de dire « j'ai été ici ». Certaines de ces inscriptions ont plus de 40 000 ans. Elles furent tracées avec des pigments naturels, du charbon, du sang animal, des argiles.
et elles ont survécu à tout. Elles ont résisté aux glaciations, aux effondrements, aux ères d'oubli. Elles sont là, attendant d'être vues à nouveau. L'archéologie contemporaine traite ces images comme des documents silencieux, mais chargés d'intention. Car ce que l'on découvre en les étudiant, ce n'est pas seulement de l'art, c'est du comportement, c'est de la spiritualité, c'est une vision du monde. Dans certaines grottes de France, comme Lascaux et Chauvet, les dessins de bisons, de chevaux et de félins se répètent en motifs. Certains comportent des détails impressionnants, ombrage, perspective, mouvement. Ce sont des expressions d'un esprit symbolique, d'un être humain qui percevait déjà le monde en profondeur. Et en reproduisant ce qu'il voyait ou rêvait, il ne se contentait pas d'imiter, il transformait en rite. Mais toute communication ancestrale ne se trouve pas dans les cavernes. De nombreux symboles furent gravés sur des pierres planes, sur des monuments mégalithiques, sur des ossements d'animaux. Dans des régions comme l'Afrique du Sud, l'Europe orientale, l'Inde et l'Amérique du Sud, les archéologues découvrent des motifs géométriques récurrents qui semblent indiquer l'existence d'un langage visuel commun. Peut-être pas une écriture au sens moderne, mais quelque chose de très proche. Un code, un système, quelque chose pensé pour être lu. Et le plus beau, c'est que même sans savoir traduire ces symboles avec exactitude, nous les comprenons, car nous en ressentons l'intention, l'émotion, le geste. Et c'est cela qui relie des générations séparées par des millénaires. Imaginez un instant la main d'un être humain ancestral touchant une roche froide. Il n'a ni papier, ni plume, mais il a le temps et il a le silence. Il commence à graver la pierre avec un os affûté. Un trait, 2, 3. Peut-être qu'il compte, peut-être qu'il imite le mouvement du fleuve, peut-être qu'il dit simplement « j'existe ». Et maintenant, des milliers d'années plus tard, vous contemplez cette même marque et vous ressentez quelque chose. Voilà ce qu'est l'archéologie symbolique, un dialogue qui traverse les âges et qui ne peut être entendu qu'avec calme. Des études récentes montrent que beaucoup de ces symboles se répètent sur différents continents, suggérant que l'esprit humain, même isolé géographiquement, crée des formes semblables. Cela révèle que le désir de communiquer est universel, il est ancestral. Et il est beau de penser que même avant de savoir écrire nos noms, nous savions déjà laisser des traces de notre présence, comme des empreintes dans l'argile séchée au soleil, mais que le temps n'efface pas. À présent, peut-être que vos pensées se font plus légères, votre respiration plus lente, car lorsque nous nous relions au geste humain le plus ancien, celui de dessiner quelque chose dans le monde, nous nous reconnectons aussi à notre essence, à la simplicité d'être, au silence chargé de sens. Et peut-être est-ce là la meilleure façon de se reposer, se sentir partie d'une chaîne de messages qui ne cesse de s'écrire. Dans le prochain fragment, nous poursuivrons ce chemin, mais nous ferons un bond dans le temps. Nous visiterons une construction ancestrale qui a surpris le monde moderne en défiant toutes les chronologies, un temple plus ancien que les cités, un lieu où le sacré précéda le social, un lieu appelé Göbekli Tepe. Mais jusque-là, vous pouvez reposer avec ces images gravées dans la pierre, des symboles qui flottent entre le rêve et la mémoire. Il existe des lieux qui semblent appartenir à une autre dimension, non seulement par leur ancienneté ou leur grandeur, mais par la manière dont ils défient tout ce que nous pensions savoir. L'un de ces lieux repose, silencieux, sur les collines du sud-est de la Turquie. Sous un ciel sans hâte, caressé par des brises chaudes et des horizons immenses, se trouve un site archéologique qui ne devrait pas exister, mais qui existe. Son nom est Göbekli Tepe, et il est peut-être le temple le plus ancien jamais découvert sur la planète, si ancien qu'il fut construit, avant l'agriculture, avant les cités, avant l'écriture, avant le bronze, si ancien que son existence bouleverse complètement l'ordre des choses. Et aujourd'hui, nous allons visiter ce lieu, lentement, comme si nous marchions entre les colonnes d'un rêve. Découvert dans les années 1990, Göbekli Tepe paraissait au premier regard n'être qu'une colline de plus, une excroissance de terre comme tant d'autres. Mais sous la surface reposaient des structures monumentales, des cercles de pierre soigneusement dressés, des colonnes en forme de T haute de 5 mètres, pesant des tonnes. Et sur ces colonnes, finement sculptées, apparaissent des figures d'animaux, des symboles abstraits, des mains humaines. Tout cela réalisé par une société qui ne cultivait pas encore, qui ne vivait pas encore dans des villages permanents, qui chassait et cueillait pour survivre.
Et pourtant, elle érigea des temples, pas de maisons, pas de murailles, mais des lieux pour le sacré. Cette inversion surprit le monde académique. Pendant longtemps, on a pensé que le développement de l'agriculture permit l'émergence de la religion organisée, que d'abord vinrent les plantations, puis les regroupements, puis les rituels. Mais Göbekli Tepe suggère le contraire. Peut-être que les humains se sont d'abord rassemblés pour adorer, pour danser, sacrifier, prier, et seulement ensuite, ressentant le besoin de demeurer près de ces lieux sacrés, ils ont inventé les premiers essais agricoles. C'est une théorie qui bouleverse l'idée de progrès, car elle place le spirituel avant le pratique, le mythe avant la récolte, la foi avant l'économie. Les fouilles révèlent couches après couches de construction. Chaque génération enfouissait ses cercles et en érigeait de nouveaux par-dessus, comme si la mémoire était trop sacrée pour disparaître. Et le plus étonnant, il n'y a aucun signe d'habitat sur le site. Pas de foyer, pas d'outils domestiques, pas de sépulture. Göbekli Tepe n'était que rite, un espace créé exclusivement pour la rencontre avec l'invisible. Et cela nous dit quelque chose de ce que nous étions, et peut-être de ce que nous sommes encore. Imaginez maintenant marcher entre ces colonnes millénaires. Le sol est de pierre, le vent souffle entre les interstices, les figures sculptées, un scorpion, un serpent, un sanglier, semblent vous observer en silence. La nuit tombe doucement, et la lumière de la lune caresse les reliefs avec douceur. Vous êtes dans un lieu où le temps paraît suspendu, où le sol porte encore l'écho de pas ancestraux, où chaque pierre est une prière pétrifiée. Et tandis que vous respirez lentement et profondément, vous pouvez sentir qu'ici, il y a 12 000 ans, quelqu'un regardait déjà le ciel avec la même question et le même désir de sens. Les études montrent que ces colonnes n'ont pas simplement été posées. Elles ont été taillées avec précision, transportées sur de grandes distances, érigées grâce à un effort collectif. Et tout cela par des peuples qui ne connaissaient pas encore la roue. La construction de Göbekli Tepe exigea coopération, organisation, langage symbolique et motivation spirituelle. Une société entière se mouvant pour quelque chose d'invisible, mais de profondément ressenti. Et c'est ce sentiment qui traverse les millénaires, le mystère du pourquoi. Qu'est-ce qui a motivé des humains si anciens à ériger des monuments si sophistiqués? Peut-être ne le saurons-nous jamais, mais peut-être aussi n'avons-nous pas besoin de le savoir avec précision, car ce que nous ressentons devant ces pierres est déjà une réponse suffisante. À la fin de chaque fouille, les archéologues recouvrent les structures de couches protectrices, comme si le temple, une fois révélé, devait retourner à son sommeil. Göbekli Tepe est ainsi, un lieu qui s'éveille seulement un instant, puis repart au repos, un lieu fait pour être rêvé. Comme vous, maintenant, qui flottez peut-être entre le présent et ce passé ancestral, entre colonnes, symboles et le silence sacré de la terre. Dans le prochain fragment, nous suivrons le chemin du froid, où l'histoire ne fut pas préservée dans la pierre, mais dans la glace. Une capsule temporelle gelée, où objets, corps et secrets ont reposé pendant des millénaires dans l'attente du dégel. Mais pour l'instant, tout ce dont vous avez besoin, c'est de continuer à respirer, car la nuit, tout comme l'histoire, ne fait que commencer. Imaginez un champ blanc, vaste et sans fin, où le vent souffle avec patience et où le seul son que l'on perçoit est le léger craquement du froid. La neige recouvre le sol comme un voile silencieux, et sous elle, mètres après mètres en profondeur, reposent des objets, des tissus, des armes, des corps. Tout cela enveloppé de glace, dormant depuis des milliers d'années. Ici, le temps n'est pas ennemi, il est gardien. Le froid conserve ce que la chaleur aurait fait disparaître. Et c'est ainsi que l'archéologie des glaces est devenue l'une des formes les plus délicates et impressionnantes d'écoute du passé. Aujourd'hui, nous allons marcher lentement dans ces paysages gelés, où chaque découverte s'accompagne d'un souffle d'éternité. Quand nous pensons à l'archéologie, nous l'imaginons souvent dans le désert, parmi les pierres, sous la chaleur. Mais ces dernières années, la glace a révélé des trésors qui n'auraient jamais pu être retrouvés ailleurs. À mesure que les glaciers reculent, un processus triste, causé par le réchauffement climatique, ils rendent au monde des objets oubliés. Lames de silex, flèches, vêtements de cuir, cordes, chaussures, nourriture, tout est extraordinairement préservé. La glace agit comme une tombe cristalline où le temps ne s'écoule pas, où la décomposition s'interrompt, où l'histoire respire lentement, tout comme vous en cet instant.
L'un des cas les plus célèbres est celui de Ötzi, l'homme des glaces. Découvert dans les Alpes, entre l'Italie et l'Autriche, en 1991, il reposait dans un glacier depuis plus de 5000 ans. Son corps, ses vêtements, ses effets personnels, tout était intact. Ötzi portait une besace contenant des outils, une dague de pierre, une hache en cuivre, des fruits secs. Il était vêtu de peaux cousues à la main, de chaussures rembourrées d'herbes sèches. Son corps présentait des tatouages, des blessures de combat et même les restes de son dernier repas dans l'estomac. Il n'était pas seulement une momie. Il était un être humain complet, figé dans le temps, rendu au monde comme un murmure venu de très loin. Mais Ötzi n'est pas seul. Des archéologues ont retrouvé des vestiges dans les glaciers de Norvège, de Suisse, du Canada, de Sibérie. Des objets oubliés par des chasseurs préhistoriques, des skis de bois vieux de plusieurs millénaires, des manches d'outils, des traces de campement, même des chiens de traîneau et des restes de filets de pêche. Ce que tous ces vestiges ont en commun, c'est l'émotion qu'ils portent. Ce sont des fragments de quotidien. Pas de grands temples, pas de palais, mais la vie ordinaire. Comme si la glace avait choisi de garder l'essentiel. Et c'est cette simplicité qui émeut. Car elle nous rappelle que le passé n'est pas fait seulement de conquêtes. Il est fait de gens qui vivaient, travaillaient, survivaient, comme nous. Imaginez maintenant un archéologue gravissant un glacier, en silence. Chaque pas est mesuré, chaque couche de neige retirée avec respect. Lorsqu'un morceau de cuir surgit, ou qu'un bois assombri par le temps apparaît, le silence devient plus profond. Il n'y a pas de cri, seulement de la révérence. Car ce qui émerge n'est pas un objet, c'est une retrouvaille. Quelque chose qui a attendu des milliers d'années pour être revu. Et peut-être que, dans cette nuit paisible, vous aussi retrouvez des mémoires, les vôtres ou celles d'autres. Car écouter le passé, c'est en un sens se souvenir de choses que nous n'avons jamais vécues, mais qui ont toujours fait partie de nous. Certains de ces vestiges ont repoussé les limites de la science. Dans certains cas, il a été possible d'extraire de l'ADN de tissus congelés, reconstruisant les arbres généalogiques de peuples disparus. Dans d'autres, les vêtements ont révélé des techniques de couture extrêmement sophistiquées, perdues depuis. Et sur certains sites de Sibérie, des corps entiers de mammouths ont été retrouvés, leur estomac encore rempli de mousse. La glace est une capsule parfaite. Elle ne transforme pas, elle conserve. Et en conservant, elle nous rend non seulement ce qui a été, mais aussi ce que nous pouvons encore apprendre. À présent, vos pensées sont peut-être aussi calmes que ce champ enneigé. Vous sentez peut-être votre respiration plus légère, comme le vent qui passe entre les montagnes glacées. Car ce type d'histoire ne s'impose pas. Elle se révèle, lentement, comme la pointe d'une lance surgissant de la neige, comme le souvenir d'un geste ancien, comme la sensation que le temps n'est pas une ligne, mais une spirale. Et nous, en cet instant, sommes en son centre. Dans le prochain fragment, nous quitterons la glace pour entrer dans la jungle, un lieu où les arbres dissimulent des ruines, où les feuillages étouffent des cités entières, où l'archéologie dépend de la technologie pour voir l'invisible. Mais pour l'instant, le froid nous enveloppe encore avec douceur. Et tout ce que vous avez à faire, c'est continuer de flotter entre l'hier et l'aujourd'hui. Imaginez une forêt, dense, humide, vibrante, le son constant des insectes, le murmure du vent entre les cimes, le chant étouffé d'oiseaux lointains. Sous vos pieds, le sol est souple, recouvert de feuilles, de racines entremêlées, de branches tombées. C'est un monde où tout semble en mouvement, sauf ce qui repose en dessous, car sous cette forêt vivante se trouvent des structures immobiles, des ruines endormies, des pyramides, des routes, des places, des canaux, des cités entières englouties par la nature et oubliées par le temps. Pendant longtemps, on a cru que la jungle ne cachait que des sentiers tribaux, de petits groupes dispersés. Mais les arbres, dans leur silence patient, gardaient un secret bien plus grand. Un secret que l'archéologie n'a pu dévoiler qu'avec la lumière. Une lumière invisible, une lumière venue du ciel, appelée LIDAR. Une technologie de cartographie aérienne qui utilise des impulsions laser pour traverser la végétation et créer des images tridimensionnelles du sol en dessous. C'est comme si les yeux humains avaient acquis un nouveau sens. Et ce que les archéologues ont vu grâce à ce regard nouveau a tout changé. Des cités avec des milliers de constructions dissimulées sous la verdure, des pyramides gigantesques, des réseaux routiers reliant des régions sur des dizaines de kilomètres, des réservoirs,
des aqueducs, des terrasses agricoles. Une complexité urbaine comparable aux plus grandes civilisations de l'histoire, mais qui, jusqu'à récemment, était complètement invisible. Au Guatemala, par exemple, le LIDAR a révélé une cité maya comptant plus de 60 000 structures, toutes invisibles à l'œil nu. Des arbres avaient poussé sur des temples, des lianes recouvraient des toits, des racines traversaient couloirs et escaliers. La forêt sans hâte avait tout repris pour elle, et ce faisant, paradoxalement, elle avait préservé, car l'abandon protège, l'oubli conserve, et lorsque le moment opportun arrive, les découvertes surgissent, comme des rêves éveillés. Douces, intactes, attendant seulement des regards attentifs. Il est presque magique de penser que, sous chaque pas sur un simple sentier, pourrait se trouver un mur ancien, que derrière un arbre banal repose une colonne oubliée, que le chant des oiseaux pourrait résonner entre des pierres qui ont déjà entendu des rituels, des chants, des rires, peut-être des adieux. Le LIDAR n'a pas seulement révélé des structures, il a révélé la nécessité de repenser tout ce que l'on croyait savoir sur la densité de population de l'Amérique précolombienne. Les Mayas, par exemple, ne vivaient pas dans de petits villages dispersés. Ils organisaient des mégalopoles, avec une infrastructure complexe, des hiérarchies politiques, un urbanisme planifié. Et cette révélation redessine la carte de l'histoire. Mais le plus beau, c'est que ces découvertes ne sont pas arrivées dans le tumulte. Elles sont venues dans le silence, comme la jungle, comme le sommeil, une archéologie aérienne qui observe avec délicatesse, qui survole la mémoire, qui comprend que le temps n'efface pas, il dissimule, et que les feuilles ne sont pas des barrières, ce sont des manteaux, des couvertures vertes qui gardent les vestiges de l'humanité au chaud jusqu'à ce que nous soyons prêts à les retrouver. À présent, peut-être que votre corps se sent aussi léger qu'une brise entre les arbres. Peut-être entendez-vous dans votre esprit le son de feuilles sèches écartées par des mains curieuses. Chaque découverte archéologique, c'est cela. Un geste qui écarte les feuilles, qui ouvre un passage vers ce qui est dessous, vers ce qui a toujours été là, mais qui n'avait pas encore été vu. Bientôt, nous quitterons le verre pour la couleur de l'os. Nous plongerons dans les découvertes faites à partir de squelettes millénaires, des os qui parlent, des os qui racontent des histoires de migration, de mélange, de vie passée qui coulent encore dans notre sang. Mais pour l'instant, respirez profondément. Sentez le réconfort d'être entouré par les arbres et par les mystères, car le monde est encore plein de cités endormies, et peut-être de parties de nous-mêmes qui attendent aussi d'être redécouvertes. Imaginez une plaine silencieuse, où le vent caresse l'herbe dorée avec le même mouvement depuis des milliers d'années. Le sol y est fertile, mais il abrite bien plus que des racines. Dans certaines régions du monde, les archéologues s'agenouillent devant la terre et, avec la délicatesse de ceux qui réveillent quelque chose d'endormi, commencent à fouiller. Et de l'intérieur du sol surgissent des os, fragilisés, parfois incomplets, mais malgré tout, vivants en mémoire. Des os qui racontent des histoires, des os qui portent des codes, car en eux, dans l'infiniment petit de la matière, qui fut autrefois chair, repose une bibliothèque invisible, le ADN ancien. Un alphabet biologique que la science a appris à lire et qui réécrit aujourd'hui tout ce que nous pensions savoir de nos ancêtres. Pendant des siècles, nous avons cru connaître les routes de migration humaine seulement grâce aux vestiges de céramique, d'outils, de construction. Mais l'ADN extrait de restes humains nous a livré d'autres versions. Des versions qui n'ont pas été sculptées dans la pierre, ni peintes dans des grottes. Elles furent écrites dans le sang, dans l'os, dans la cellule. Grâce à des techniques avancées d'extraction génétique, les chercheurs ont pu reconstituer des séquences génétiques à partir de squelettes vieux de dizaines de milliers d'années. Et ce qu'elles révèlent est impressionnant. Vous imaginez peut-être l'Homo sapiens marchant seul à travers savanes, forêts, déserts. Mais nous savons aujourd'hui qu'il n'était pas seul. D'autres existaient, les Néandertaliens, les Denisoviens, et d'autres encore en cours d'étude. Et désormais, grâce à l'ADN, nous savons que nous ne les avons pas éliminés. Nous les avons intégrés. Des gènes néandertaliens se retrouvent dans presque tous les êtres humains modernes. Des gènes qui influencent le système immunitaire, le métabolisme, voire certains aspects cognitifs. Cela signifie que vous portez dans votre corps des fragments d'histoire bien plus anciennes qu'on ne l'imaginait. Imaginez à présent un squelette en repos, sous la terre, silencieux depuis 40 000 ans. Un jour il est découvert, et une dent,
un éclat d'os, un cheveu fossilisé, n'importe quel fragment suffit. Le matériel génétique est extrait avec un soin extrême, protégé de toute contamination, analysé dans des laboratoires climatisés, dans des tubes translucides. Et peu à peu, une carte apparaît, un lien, une connexion. Et ce lien rattache le passé au présent, comme si quelqu'un ayant vécu à l'époque où les glaciers recouvraient des continents murmurait aujourd'hui « Je suis en toi ». Les découvertes de l'ADN ancien ont redessiné les routes, réécrit les cartes de migration, révélé des rencontres jusque-là inconnues. Des peuples que l'on croyait isolés se sont révélés hybrides. Des régions jugées périphériques sont devenues des centres génétiques. Et surtout, bien des récits que l'on nous a transmis sur des peuples purs, des lignées nobles ou des origines uniques se sont effondrés devant l'évidence biologique. Nous sommes métissés. Nous l'avons toujours été. La diversité est la règle. La pureté est un mythe. Le plus fascinant est la façon dont l'ADN dialogue avec d'autres disciplines. Quand un squelette révèle un marqueur génétique précis, les archéologues retournent sur le site. Ils réexaminent les artefacts. Ils perçoivent des motifs auparavant invisibles. Les linguistes observent des connexions phonétiques. Les climatologues croisent des données de pollen fossilisées. C'est un dialogue multidisciplinaire qui commence avec un os et se termine par une vision plus large de ce que nous sommes. À présent, vos pensées flottent peut-être doucement, comme si elles naviguaient dans de minuscules veines de mémoire. Il est curieux de penser que même le sommeil, cet état de repos profond, est lié à des codes génétiques ancestraux, car la façon dont nous rêvons, dont nous nous reposons, dont nous nous guérissons pendant la nuit, a elle aussi des racines anciennes. Dormir, après tout, est un comportement hérité, comme la peur, le rire, la nostalgie. Et tandis que vous vous enfoncez dans ce repos tranquille, sachez que l'archéologie génétique n'en est qu'à ses débuts. Des millions de squelettes attendent encore, dans des musées, des dépôts, des lieux reculés, d'être entendus. Et chacun d'eux porte une voix, non audible, mais lisible. Et lorsque nous lisons ces voix, le monde change, silencieusement, comme maintenant, en cette nuit. Dans le prochain fragment, nous délaisserons les os pour les murs, mais pas n'importe quel mur. Des cavernes à l'acoustique parfaite, des lieux où le son comptait autant que l'image, où l'écho faisait partie du rituel, où écouter était un acte sacré. Mais pour l'instant, laissez le silence intérieur s'installer, car votre corps, lui aussi, porte une histoire. Et cette nuit, vous en écoutez chaque page. Fermez les yeux, s'ils ne le sont pas déjà, et écoutez, pas avec hâte, pas en cherchant des mots. Écoutez simplement. Écoutez le son qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, l'écho de votre respiration, le rythme lent de votre cœur, le calme entre une pensée et une autre. Maintenant, imaginez-vous dans une caverne profonde. Vous avancez lentement, le sol est humide, les parois sont lisses par endroits, rugueuses ailleurs. Vous percevez, avec votre corps, que quelque chose change au fur et à mesure que vous marchez. Le son, il résonne différemment, il s'amplifie, il revient. À certains endroits, il vibre, à d'autres, il s'éteint. Le son dans cette caverne n'est pas seulement une conséquence, il fait partie du lieu. Il a une intention, une fonction, car avant l'écriture, avant la pierre sculptée, il y eut le son. Et aujourd'hui, l'archéologie apprend aussi à écouter. Ce champ d'étude s'appelle l'archéoacoustique, une discipline nouvelle, presque poétique, qui tente de comprendre comment les civilisations anciennes utilisaient le son dans leurs espaces sacrés. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce qu'ils disaient, mais où ils le disaient et comment l'espace répondait. Beaucoup de grottes ornées d'art rupestre révèlent, lorsqu'elles sont étudiées acoustiquement, que les peintures les plus significatives se trouvent précisément aux endroits où l'écho est le plus fort, là où la voix vibre, là où un chant résonne comme s'il atteignait une autre dimension. Imaginez un homme du Paléolithique frappant un tambour primitif dans une galerie souterraine. Le son se propage dans toutes les directions. Une femme entonne un chant rituel. Les enfants battent des mains et les claquements se multiplient dans l'air. Il n'y a pas de lumière, seulement du son. Et peut-être, pour ces groupes, cela suffisait. Le son, comme symbole. Le son, comme guide. Le son, comme pont entre le visible et l'invisible. Dans de nombreux sites, on a remarqué que les images d'animaux chassés, d'humains dansant et d'êtres hybrides, mi-homme, mi-esprit, se trouvent justement
là où la richesse sonore est la plus marquée. Des études menées dans des grottes comme Chauvet, Altamira et Nio ont révélé que les anciens connaissaient intuitivement les propriétés acoustiques de leurs espaces. Ils savaient que certaines parois amplifièrent la voix, que d'autres l'étouffaient, qu'il existait un point précis où frapper une pierre faisait résonner un son semblable au tonnerre, et peut-être ces qualités furent-elles utilisées pour impressionner, pour provoquer la révérence, pour faire sentir le sacré comme une présence réelle. À une époque où il n'existait ni temple de pierre ni cathédrale, la caverne était le corps de la terre. Et l'écho, sa voix, l'archéoacoustique, va au-delà des grottes. Dans des structures mégalithiques comme Meccan Stonehenge, on a identifié des motifs sonores créés par les pierres elles-mêmes. Le son des pas, le rythme des voix, les tambours, tout prenait une nouvelle vie à l'intérieur de ces cercles, comme si l'espace sacré n'était complet que lorsqu'il vibrait de la présence humaine. Même les pyramides, les ziggourats et les amphithéâtres anciens semblent avoir été construits avec une sensibilité auditive. Non pour l'amplification technique, comme nous le faisons aujourd'hui, mais pour créer une expérience sensorielle, une atmosphère où le son et le silence alternaient comme partie d'un rituel. Pensez maintenant à vous, allongé ou installé, écoutant ces paroles. Remarquez comment le son emplit l'espace autour de vous, même sans musique, même sans bruit. Il y a vibration, il y a présence. Le passé aussi était fait de cela, d'absence sonore, de voix disparues, mais aussi d'échos persistants, de bruits que le temps n'a pas effacés. L'archéoacoustique nous rappelle que l'histoire ne se trouve pas seulement dans l'image, mais aussi dans ce qui fut entendu, et que même l'invisible peut être écouté. Maintenant, alors que votre corps s'enfonce peut-être dans un repos plus profond, sachez qu'il y a encore d'autres histoires à venir. Des histoires qui n'émergent pas du son, mais de l'eau, des cités englouties, des ruines sous les vagues, des civilisations englouties qui reposent au fond de la mer, comme des rêves oubliés. Dans le prochain fragment, nous naviguerons à travers elles. Mais pour l'instant, tout est silence. Et même le silence raconte. Continuez d'écouter, continuez de vous reposer. La nuit chante encore. Imaginez une mer tranquille. La surface ondule doucement, comme si elle respirait. La lumière du soleil danse en reflet sur l'eau et l'horizon se dissout dans la brume. Mais ce que vos yeux ne voient pas, ce qui repose sous les vagues, est encore plus serein. Là, enveloppés de silence salé, sommeillent des cités entières, des murailles englouties, des escaliers recouverts de coraux, des statues renversées au fond de l'océan. En de nombreux points du globe, des structures érigées par des mains humaines dorment sous l'eau, gardant les secrets d'époques où le niveau de la mer était différent, ou lorsque la mer n'existait même pas encore à cet endroit. Ce sont des villes submergées, comme de vieux rêves noyés. Et aujourd'hui, nous allons y naviguer doucement. Au fil du temps, l'océan n'a pas seulement accueilli des navires naufragés. Il a englouti des civilisations entières, des phénomènes naturels comme la fonte des glaciers, les tremblements de terre, les déplacements tectoniques et les tsunamis ont redessiné les littoraux terrestres. Des régions autrefois habitées par des milliers de personnes appartiennent désormais au royaume des marées. L'archéologie sous-marine est, pour cette raison, une quête délicate. Les plongeurs révèlent, centimètre par centimètre, des murs recouverts d'algues, des colonnes entourées de bancs de poissons, des chemins pavés qui ne mènent nulle part, si ce n'est à la contemplation. En Indo, par exemple, au large de la côte de Dwarka, on a découvert les vestiges d'une cité qui, selon certaines traditions, appartenait au dieu Krishna lui-même. Ses fondations reposent sous plusieurs mètres d'eau, avec des tracés géométriques et des alignements qui évoquent un urbanisme réfléchi. Au Japon, sur l'île de Yonaguni, une structure énigmatique composée de marches gigantesques, d'angles droits et de surfaces planes continue de susciter le débat. Serait-ce une formation naturelle ou un monument humain d'un temps oublié? En Grèce, près des côtes de Pavlopétrie, des plongeurs ont révélé une cité avec rues, tombes, habitations, datant de plus de 5000 ans, préservée comme si le temps s'était simplement arrêté. Il y a quelque chose de profondément poétique dans l'idée d'une civilisation entière qui respire désormais seulement sous l'eau, comme si le passé, pour une raison mystérieuse, avait choisi de se reposer là, bercé par les courants, couvert par les sédiments.
Et pourtant, sans disparaître, car la mer protège avec soin. La salinité, la pression et l'absence d'oxygène dans certaines profondeurs empêchent la décomposition totale. Des céramiques, des amphores, des monnaies et même des textiles et documents ont déjà été retrouvés intacts dans ces environnements aquatiques. L'eau, symbole de l'oubli, est devenue paradoxalement un coffre de mémoire. L'archéologie marine demande une autre écoute. Les objets ne sont pas retirés avec hâte. Les sites sont documentés en silence. Chaque bulle d'air qui remonte à la surface emporte avec elle une part du temps. Et les plongeurs, en flottant parmi les ruines, décrivent une sensation unique, celle de marcher dans un monde qui n'appartient plus au présent, mais qui n'a jamais cessé d'exister. Un lieu entre le réel et l'imaginaire, entre le tumulte des vagues et le silence des pierres. À présent, peut-être que vous aussi êtes en train de plonger, non pas dans l'eau, mais dans vos pensées, flottant parmi des sons étouffés, des images vagues, des sensations sans nom. Le sommeil est en un sens une plongée, et l'histoire est le fond de cet océan. Plus vous descendez, plus tout devient paisible. Les cités submergées nous rappellent que même ce qui semble perdu peut simplement être ailleurs, en attente, préservé, vivant. Dans le prochain fragment, nous remonterons à la surface et tournerons à nouveau notre regard vers le ciel, mais non pour y chercher des constellations, plutôt des pierres, car certains peuples anciens contemplaient les météores tombés du firmament comme des messages divins, et transformaient ces fragments cosmiques en reliques sacrées. Nous parlerons des poussières d'étoiles tombées sur Terre et devenues partie de temples, de tombes et de mythes, mais pour l'instant, restez immergés, là où tout est lent et où chaque ruine devient repos. Levez les yeux vers le ciel, même si vos paupières sont closes. Imaginez une nuit ancienne, bien avant l'électricité, le bruit des villes, la hâte des horloges. Le ciel était un champ ouvert de mystères. Les étoiles, des millions d'yeux allumés, les planètes, des dieux en mouvement. Et de temps à autre, une traînée lumineuse déchirait ce voile obscur. Une étoile filante, un météore, une visite de l'inconnu. Pour les peuples anciens, ces fragments du firmament n'étaient pas de simples roches. C'étaient des messages, des signes, la volonté du divin se matérialisant en étincelles de lumière. Et lorsque ces objets tombaient, lourds, sombres, fumants, ils n'étaient pas traités comme de simples pierres. Ils étaient vénérés, conservés, transformés en sites sacrés. Et aujourd'hui, nous allons marcher lentement à travers cette histoire, où le ciel se fit pierre. Les météorites sont des fragments d'astéroïdes ou de comètes qui traversent l'atmosphère terrestre et atteignent le sol. La plupart se désintègrent en vol, brûlant dans une brève explosion de lumière. Mais certains survivent à la traversée, et lorsqu'ils touchent la Terre, l'étonnement est immense. Leur texture est différente, leur densité plus élevée. Ils sont froids, métalliques, et souvent composés d'éléments rares, comme le nickel et le fer pur, des matériaux impossibles à fondre sur Terre pendant des millénaires. Pour les civilisations anciennes, découvrir un tel fragment revenait à toucher le cosmos, et cette expérience a laissé des traces dans des tombes, des temples, des objets rituels, une archéologie céleste, une poussière d'étoiles transformée en foi. En Égypte ancienne, par exemple, les archéologues ont retrouvé des perles de colliers façonnées en fer météoritique, des millénaires avant l'invention de la métallurgie du fer. Ces bijoux étaient si rares qu'on leur attribuait des propriétés magiques. Dans les tombes royales, ce fer céleste était réservé aux plus puissants, comme si seuls les élus pouvaient porter des fragments de l'univers. Les Égyptiens appelaient cette matière le fer du ciel, et croyaient qu'elle était un don des dieux, un morceau du firmament tombé pour marquer des destins. En Grèce, à Delphes, des récits rapportent qu'un météorite fut placé au centre du sanctuaire d'Apollon, symbolisant le nombril du monde, le point où le ciel et la terre se rejoignaient. Dans plusieurs cultures amérindiennes, des météorites furent enterrés dans des cercles sacrés alignés avec des positions astronomiques. Et au Tibet, un monastère reculé conserve une statue de Bouddha façonnée en partie avec du métal venu de l'espace. Dans tous ces exemples, le schéma se répète. La pierre n'est pas vue comme un objet, mais comme une présence. L'archéologie, en étudiant ces artefacts, révèle non seulement l'origine extraterrestre des matériaux, mais aussi l'impact symbolique qu'ils eurent. Lorsqu'un fragment de fer météoritique est retrouvé dans une tombe,
Il raconte bien plus que la trajectoire d'un corps céleste. Il révèle que, pour ce peuple, le ciel était proche, que les étoiles pouvaient tomber, que l'univers parlait, et que l'humain, dans sa fragilité, savait écouter. Imaginez maintenant marcher lentement dans un champ ouvert, là où un météorite est tombé il y a des milliers d'années. Vous tendez la main et touchez la surface froide de la pierre sombre. Elle est rugueuse, mais solide, et un instant, vous sentez qu'elle pulse, une vibration subtile, un écho du moment où l'espace a rencontré la Terre. De la même manière qu'en cet instant de calme, vous ressentez que quelque chose en vous-même se repose. Le corps trouve son lit, l'esprit s'apaise, le sommeil arrive comme une pierre céleste, silencieux, mais chargé de sens. Bientôt, nous atteindrons la fin de ce voyage, mais il reste encore une dernière halte, un dernier murmure archéologique. Nous reviendrons à la Terre, à ses couches les plus intimes. Une invitation à réfléchir à tout ce qui repose sous nos pieds, à l'histoire qui dort, et avec laquelle nous dormons aussi. Dans le dernier fragment, nous accomplirons cette traversée. Mais pour l'instant, continuez de flotter entre les astres, entre le ciel et la mémoire, entre la poussière et le rêve. Levez les yeux vers le ciel, même si vos paupières sont closes. Imaginez une nuit ancienne, bien avant l'électricité, le bruit des villes, la hâte des horloges. Le ciel était un champ ouvert de mystères. Les étoiles, des millions d'yeux allumés, les planètes, des dieux en mouvement. Et, de temps à autre, une traînée lumineuse déchirait ce voile obscur. Une étoile filante, un météore, une visite de l'inconnu. Pour les peuples anciens, ces fragments du firmament n'étaient pas de simples roches, c'étaient des messages, des signes. La volonté du divin se matérialisant en étincelles de lumière. Et lorsque ces objets tombaient, lourds, sombres, fumants, ils n'étaient pas traités comme de simples pierres. Ils étaient vénérés, conservés, transformés en zites sacrés. Et aujourd'hui, nous allons marcher lentement à travers cette histoire où le ciel se fit pierre. Les météorites sont des fragments d'astéroïdes ou de comètes qui traversent l'atmosphère terrestre et atteignent le sol. La plupart se désintègrent en vol, brûlant dans une brève explosion de lumière. Mais certains survivent à la traversée. Et lorsqu'ils touchent la Terre, l'étonnement est immense. Leur texture est différente, leur densité plus élevée, ils sont froids, métalliques, et souvent composés d'éléments rares, comme le nickel et le fer pur, des matériaux impossibles à fondre sur Terre pendant des millénaires. Pour les civilisations anciennes, découvrir un tel fragment revenait à toucher le cosmos. Et cette expérience a laissé des traces dans des tombes, des temples, des objets rituels, une archéologie céleste, une poussière d'étoiles transformée en foi. En Égypte ancienne, par exemple, les archéologues ont retrouvé des perles de collier façonnées en des fers météoritiques, des millénaires avant l'invention de la métallurgie du fer. Ces bijoux étaient si rares qu'on leur attribuait des propriétés magiques. Dans les tombes royales, ce fer céleste était réservé aux plus puissants, comme si seuls les élus pouvaient porter des fragments de l'univers. Les Égyptiens appelaient cette matière le fer du ciel et croyaient qu'elle était un don des dieux, un morceau du firmament, tombé pour marquer des destins. En Grèce, à Delphes, des récits rapportent qu'un météorite fut placé au centre du sanctuaire d'Apollon, symbolisant le nombril du monde, le point où le ciel et la terre se rejoignaient. Dans plusieurs cultures amérindiennes, des météorites furent enterrés dans des cercles sacrés, alignés avec des positions astronomiques. Et au Tibet, un monastère reculé conserve une statue de Bouddha façonnée, en partie, avec du métal venu de l'espace. Dans tous ces exemples, le schéma se répète. La pierre n'est pas vue comme un objet, mais comme une présence. L'archéologie, en étudiant ces artefacts, révèle non seulement l'origine extraterrestre des matériaux, mais aussi l'impact symbolique qu'ils eurent. Lorsqu'un fragment de fer météoritique est retrouvé dans une tombe, il raconte bien plus que la trajectoire d'un corps céleste. Il révèle que, pour ce peuple, le ciel était proche, que les étoiles pouvaient tomber, que l'univers parlait, et que l'humain, dans sa fragilité, savait écouter. Imaginez maintenant marcher lentement dans un champ ouvert, là où un météorite est tombé il y a des milliers d'années. Vous tendez la main et touchez la surface froide de la pierre sombre. Elle est rugueuse, mais solide. Et, un instant, vous sentez qu'elle pulse, une vibration subtile, un écho du moment où l'espace a rencontré la Terre. De la même manière qu'en cet instant de calme,
vous ressentez que quelque chose en vous-même se repose. Le corps trouve son lit, l'esprit s'apaise. Le sommeil arrive comme une pierre céleste, silencieux mais chargé de sens. Bientôt nous atteindrons la fin de ce voyage, mais il reste encore une dernière halte, un dernier murmure archéologique. Nous reviendrons à la Terre, à ses couches les plus intimes. Une invitation à réfléchir à tout ce qui repose sous nos pieds, à l'histoire qui dort et avec laquelle nous dormons aussi. Dans le dernier fragment, nous accomplirons cette traversée. Mais pour l'instant, continuez de flotter entre les astres, entre le ciel et la mémoire, entre la poussière et le rêve.